Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire un petit podcast et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de faire un podcast parce que déjà j'ai pas beaucoup de... Comme ça j'ai pas beaucoup de montage à faire, mais surtout ça me permet de pouvoir dire des choses, pouvoir essayer d'élaborer des réflexions sans avoir énormément de script, mais tout en ayant, comment dire, une réflexion que l'on peut affiner au fur et à mesure de la parole et du temps d'écoute que vous pourrez me prodiguer. Et donc ce sera peut-être le premier podcast d'une longue série sur mes réflexions sur pourquoi est-ce que, entre autres, j'ai quitté la gauche. Oui, ça va faire depuis un petit moment que j'ai quitté la gauche, mais ça c'est parce que je suis allé de désillusion en désillusion, hein. Figurez-vous que je me suis bien rendu compte qu'à gauche, tout était sclérosé et que si on ne rentrait pas à 100% sur la ligne, on était forcément, ah là là, de droite. Ah, et c'est le sophisme du vrai écossais, ils l'appliquent tous, hein, comme de bons gros gauchistes bien idiots, hein, un peu comme des chiens de Pavlov à la période soviétique. Ah mais ça a vraiment pas changé, hein, depuis la période soviétique. Ce sont des chiens de Pavlov. Ah, tu veux sortir de l'Union Européenne? Facho! Nazi! Ah! Ouais, voilà, c'est comme des corbeaux qui croassent ou coassent sur le fait que nous soyons légèrement différents, et parce que il faut bien comprendre que l'Europe, c'est la paix. Hein. Ouais, l'Europe, c'est surtout une entité ultra-capitaliste et qui prône le néolibéralisme à foison. Mais bon, à part ça, on va renégocier les traités européens. Non, on ne peut pas renégocier les traités européens. Et à chaque fois que ça a été renégocié, c'était toujours pour plus ce qui s'est passé, le macronisme en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire défendre le statu quo bec et ongle avec... comme qui dirait le en même temps. Ah oui, le en même temps a très très bien fonctionné parce que le en même temps a permis, entre autres, de constater que les gens avaient une bonne dissonance cognitive et donc on peut à la fois être souverain et patriote et en même temps défendre une entité supranationale qui va à l'encontre de nos intérêts et qui bizarrement servent les intérêts de l'Allemagne. Ah oui, non mais... Le mensonge est peut-être un petit peu trop gros quand même, hein. Je pense qu'une bonne partie des Français sont de moins en moins dupes vis-à-vis de l'Union Européenne, ont de plus en plus de défiance vis-à-vis de celle-ci, alors qu'on est quand même contributeur net de cette Union Européenne. Et donc le fait est qu'on remette en question le statu quo de manière aussi frontale, en parlant de Frexit à gauche, on fait qu'on est automatiquement traité de fachos et de nazis. Hein, pour les plus gauchistes d'entre eux, parce que eux-mêmes ne sont pas capables de remettre en question la sacro-sainte Union Européenne, alors qu'ils veulent détruire le capitalisme. Quelque part, c'est un peu le macronisme à gauche, hein, j'ai envie de dire. C'est sans doute pour ça que je me suis barré plutôt à droite. Et ce que j'ai pu constater, c'est que à droite, là par contre, le Frexit n'est absolument pas un tabou. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel, c'est que j'ai pu parler de Frexit, mais on a pu parler aussi de souveraineté, on a pu parler de démocratie et de voir à quel point la démocratie de la 5ème République est un échec complet. C'est-à-dire que des gens ont manifesté pour réclamer le RIC, donc les référendums d'initiative citoyenne, à savoir évidemment de la démocratie. Eh bien non, les premiers démocrates en chef, les macronistes, ont dit « Ah non, ce n'est pas démocratique de faire des référendums. » Ah bon, c'est pas démocratique, c'est pas l'essence même de la démocratie que de demander au peuple son avis pour son destin, non? Ah non, la France ne peut pas avoir son propre destin en main et on est obligé d'avoir la démocratie de l'Union Européenne, parce qu'il faut bien se rendre compte que là dernièrement nous avions voté pour les élections européennes. Faut que je vous explique un petit truc, c'est qu'il y a un certain Valéry Giscard d'Estaing qui a très bien expliqué que, en gros, le Parlement européen n'a aucun pouvoir, il ne peut pas proposer de loi, donc tout ce que peut faire le Parlement, c'est approuver ou désapprouver une demande de la Commission européenne. Donc le Parlement ne fait que vérifier que la Commission européenne propose bien des choses qui soient conformes dans le cadre des traités européens, c'est tout. Donc en fait, la seule instance démocratique de l'Union européenne n'a pas de pouvoir, donc elle sert à rien.
Donc c'est pas vraiment une démocratie, c'est ce qu'on appelle la démocratie contrôlée, hein. C'est exactement ça, la démocratie contrôlée. Euh, et ça me rappelle un petit peu ce que disait Coluche. De toute façon, si voter changeait les choses, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Et ben c'est encore plus vrai maintenant, hein, parce qu'avec l'Union européenne, vous avez mais tout tout un tas d'arguments fallacieux qui ressortent à chaque fois, c'est à foison, c'est génial. Oui, l'Europe c'est la paix. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu la guerre en Ukraine et qu'on demande à l'Ukraine de venir au sein de l'Union européenne. Oui, c'est pas du tout un empire, l'Europe. Alors, le seul bon argument éventuellement c'est Erasmus. Sauf que Erasmus, bah, on peut l'étendre au-delà de l'Europe. Il s'agit juste de faire des traités avec ces pays-là pour essayer d'harmoniser un petit peu les connaissances au sein des universités pour voir pour avoir un niveau à peu près équivalent d'un élève à l'autre, hein, c'est tout, hein. Donc en soi, ça nécessite pas de donc en soi, ça ne nécessite pas de remettre en question sa souveraineté, hein. Il s'agit juste d'échanges universitaires, hein, d'échanger un universitaire d'université pour une autre au sein d'un espace donné, pour lui permettre d'acquérir durant des informations, des connaissances sur une autre culture. C'est tout à fait logique. Après, de là à dire qu'il peut y avoir des espions, bon, ça c'est un cas à part, et puis on n'est pas dans ce cas précis. Non, il s'agit plus simplement d'échanges universitaires, c'est tout. Mais ça, on peut l'étendre au-delà de l'Union européenne. On peut le faire avec le Japon, on peut le faire avec éventuellement la Chine, on peut le faire avec les États-Unis, on peut le faire avec le Canada. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec le Canada ? Bah bien sûr que si, on peut le faire avec le Canada. Il s'agit d'échanges universitaires. Donc en fait, oui, Erasmus, ça marche. Mais c'est peut-être parce que ça peut être fait en dehors du cadre de l'UE. Enfin bref, remettre en question le cadre de l'Union européenne, c'est débouler avec des gros sabots, dire que on va sortir de ce merdier. Et les gens, effectivement, sont un petit peu réticents parce que c'est quand même une construction qui est relativement bien faite, une construction qui fait les choses de manière entre guillemets propre, c'est la démocratie contrôlée. C'est le narratif, en fait. C'est exactement le narratif. C'est un peu comme ce qu'on peut voir avec Helldivers, et donc Starship Trooper, et forcément 1984, la démocratie contrôlée. Tout simplement. On a construit l'Union Européenne, ce serait dommage de s'en séparer maintenant. Après tout, elle peut quand même fonctionner. Et puis, on a besoin de faire le poids face à la Chine, aux États-Unis. Donc, en fait, on a besoin de faire le poids face à des empires, en devenant soi-même un empire, oui, parce que l'Union Européenne, c'est un empire. Il acquiert du territoire, certes pas par la guerre, mais il acquiert quand même de nouveaux territoires. On a les pays baltes qui veulent rentrer dans l'Union Européenne. Là, actuellement, ils sont pas dans l'UE, il me semble, mais les pays baltes, ils veulent. On a les pays... Alors, il y a un pays scandinave qui n'en fait pas partie, c'est la Norvège, et il a bien raison, hein. La Suisse ne fait pas partie de l'UE, et elle a bien raison. Techniquement, Monaco n'en fait pas partie, mais Monaco, c'est un cas à part, c'est tellement petit, c'est tellement rikiki qu'en fait, c'est juste une ville en France, voilà. Mais de manière générale, c'est un empire qui ne dit pas son nom, et qui pourtant veut vraiment peser sur le poids du monde. Le problème, c'est que cet empire, il sert avant tout les intérêts allemands ou américains. Et oui, on a bien vu qu'à chaque fois qu'il y avait un choix qui était fait en termes de sécurité militaire, notamment pour des avions, c'était systématiquement des avions américains qui étaient choisis, notamment par la Pologne. Tout ça parce que on est inféodé à l'OTAN. Et oui, puisque l'Europe est nécessairement inféodée à l'OTAN. C'est dans les traités de l'Union européenne ou de fonctionnement de l'Union européenne. En ce qui concerne la défense, vous devez de facto adhérer plus ou moins à l'OTAN. Alors c'est pas dit exactement comme ça, mais dans le cadre de l'OTAN, voilà, et on est forcément allié à l'OTAN, donc c'est inféodé aux intérêts américains, nécessairement. À partir de là, tu veux sortir de l'OTAN, non, c'est pas possible au sein de l'Union Européenne, puisque l'Union Européenne collabore entièrement avec l'OTAN. Il est vraiment incroyable qu'on puisse se faire traiter juste de fasciste, ne serait-ce que pour remettre en question ce statu quo qu'est l'Union Européenne. Je suis désolé, mais il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait les changer. Au contraire, peut-être qu'il faudrait justement en sortir de ce truc.
Alors, il y a eu le cas du Brexit. Le cas du Brexit, ça a été quand même assez extraordinaire parce que on nous a dit qu'il allait y avoir un torrent de mauvaises nouvelles qui allait s'abattre sur le Royaume-Uni, que le Royaume-Uni allait devenir une ruine économique. C'est pas le cas. Alors, ok, j'ai pu discuter avec des Britanniques sur le Brexit, mais il s'agit des négociations post-Brexit qui ont été mal faites par les conservateurs. Par contre, en ce qui concerne le Brexit, ça par contre, ils sont pleinement convaincus qu'il fallait faire le Brexit. C'est juste qu'ils ont un peu la haine que les dirigeants britanniques aient été si mauvais dans les négociations. Mais c'est pas grave parce que ils arrivent quand même à avoir une économie stable, ils arrivent quand même à produire des choses, quand même, un tant soit peu. Et puis c'est un centre financier extrêmement important, ils ont leur propre monnaie, le Royaume-Uni peut se sortir du Brexit. Même des années après, ils peuvent s'en sortir, ça, il y a vraiment aucun souci, ils y arriveront. De toute manière, ils arriveront. Ça, ils tourneront la page, et voilà, ça sera terminé. C'est une économie qui est quand même très fonctionnelle, qui est très libérale, néolibérale. Au bout d'un moment, non, le Royaume-Uni ne va pas se scratcher la gueule juste parce qu'il est sorti de l'Union Européenne. Ça fait une sortie de 2 traités, il reste d'autres traités. Et puis ils ont le Commonwealth, et puis ils ont quand même une industrie du service qui fonctionne aussi. Enfin, ils ont plein de sites internet, plein d'applications. Enfin, c'est pas comme si c'était un pays émergent. C'est pas un pays émergent, le Royaume-Uni. C'est un pays très développé, aussi développé que la France. En termes de comparaison, limite normalement la France est censée être plus développée, mais bon, après, voilà, c'est les petites différences qu'il y a entre les pays européens. Mais de manière générale, c'est pas un pays du tiers-monde, le Royaume-Uni. Non, c'est un pays avec des infrastructures qui fonctionnent encore. Donc, avec ou sans UE, bah, ça fonctionne encore. C'est normal. Donc, arrêtez de dire que non, le Brexit était une catastrophe. Ce n'est pas la catastrophe annoncée. Non. Et puis, quand on voit aux prochaines élections pour le Royaume-Uni, le Brexit, c'est acté. Point. Terminé. Ils ne vont pas retourner au sein de l'Union Européenne. Et apparemment, dans les sondages, Nigel Farage, il est quand même plutôt élevé. Et lui, il veut une renégociation pour réobtenir pour défendre les intérêts du Royaume-Uni. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils défendent leurs intérêts. C'est un peu ce que les politiques français devraient faire en ce moment. Défendre nos intérêts. Parce que, de ce que je vois pour les élections européennes, qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu globalement 3 blocs. Premier bloc, le bloc d'extrême gauche et de gauche, qu'on va appeler LFI et Parti Socialiste. LFI avait une tête de proue qui était évidemment Manon Bry, mais il y a eu une autre tête de proue qui a absolument cannibalisé l'attention de la gauche, à savoir Rima Hassan, qui n'a eu de cesse de parler de la Palestine. Mais quel rapport avec l'Union Européenne, la Palestine? On s'en bat les couilles. Ça n'a rien à voir, non. Donc impertinent, c'est hors sujet. Bref, je ne vais pas parler plus longtemps de ça parce qu'il faudrait parler de Israël-Palestine et j'ai pas envie d'en parler. Ensuite, le Parti Socialiste, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ils ont fait un plus gros score. Pourquoi? Parce que les gens étaient déçus du macronisme. Et surtout, en plus d'être déçus un peu du macronisme, se sont dit, bon, on va quand même se reporter vers notre idéologie fondamentale, c'est-à-dire la gauche, mais on va vers quelqu'un de plus modéré, à savoir Raphaël Glucksmann, qui est un eurolâtre patenté. C'est-à-dire que sa première condition, lorsqu'il a dit oui, il y aura une alliance avec un cap clair, c'est quoi? C'est abnégation totale à l'Union Européenne. La construction européenne, c'est sacré, il ne faut absolument pas y toucher, il ne faut absolument pas la remettre en question. Voilà, c'est un euro-béat. C'est quelqu'un qui ne veut pas de la France, ne veut pas de la souveraineté française. Non, pour lui, c'est un fédéraliste européen comme les macronistes. C'est juste que les macronistes, ils ont du mal à l'avouer, alors que Raphaël Glucksmann, lui, il assume complètement être un fédéraliste européen. Enfin bref, ce genre de gens à gauche qui défend bec et ongle quelque chose qui est normalement tout sauf de gauche. Ça me fait un peu rire.
Mais bon, après ça, c'est la gauche sociétale. C'est-à-dire que on ne va plus défendre les prolétaires, les travailleurs. Non, on va défendre les petits cadres et on va défendre le sociétal, à savoir les minorités et l'inclusivité. Et on va défendre les transgenres, on va défendre les homosexuels, le mariage gay, on va défendre l'avortement dans la Constitution. Voilà, plus ils sont en désaccord avec la base, c'est-à-dire les travailleurs, plus ils vont faire des pirouettes et des tergiversations autour du sociétal et des minorités. Et résultat, on voit bien que les plus grands bourgeois à l'Assemblée nationale, ils étaient à gauche, ils étaient pas à droite. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que les plus grands, là où il y a le plus de cadres, c'était à la NUPES, Europe Écologie Les Verts en tête. C'est des cadres. C'est des bourgeois, pour une bonne partie d'entre eux. J'ai rien contre le fait qu'il y ait des bourgeois, mais c'est un fait, c'est factuel, cette gauche est déconnectée du peuple qui gagne le SMIC. Ces gens qui gagnent le SMIC, ils vont pas voter à gauche. Ils vont pas non plus voter Macron parce que c'est le bloc central, c'est la défense absolue du statu quo, un peu comme Raphaël Glucksmann, mais sans se dire de gauche. Reprendre des idées de gauche, reprendre des idées de droite, histoire de gagner de l'argent via les bulletins de vote, parce qu'ils gagnent de l'argent avec les bulletins de vote. Et c'est toujours comme ça, et c'est toujours la même tambouille. Et les gens, ils ont dit non pour les européennes face au bloc central. C'est-à-dire qu'il y a un Emmanuel Macron qui savait dès le départ que pour lui les européennes c'était mort. Et donc parce que les européennes c'est mort, il a mis qui ? Il a mis Valérie Hayé. Alors c'est mieux que Nathalie Loiseau parce qu'elle passe mieux à l'écran, mais Valérie Hayé, voilà quoi, c'est... Quels sont ses arguments ? Elle utilise une argumentation ça s'est retourné contre elle parce que prétendre la féministe et genre on la coupe parce que c'est une femme, même les gens n'en peuvent plus de cet argumentaire à la con. Les gens n'en peuvent plus. Ils ont abusé, ils ont utilisé et galvaudé énormément de choses. Résultat, c'est de la merde. Si pour Emmanuel Macron ces élections européennes étaient si importantes, il n'aurait pas mis Valérie Hayé, mais il s'en battait les couilles. Il voulait juste voir le résultat et il avait préparé son truc, à savoir la grenade dégoupillée en faisant les élections législatives anticipées. Tout ça pour qu'on s'écharpe pendant 20 jours. Et résultat, ça marche parce que à gauche, ils ont fait le nouveau Front Populaire avec un programme complètement démagogique, sans précédent. Ah oui, non mais là, c'est vouloir demander aux gens dans les cités et dans les mosquées pour aller voter pour eux, parce que comme ça, ils vont favoriser le plus possible ces minorités, qui vont devenir de moins en moins minoritaires. Par contre, les grenades dégoupillées, elles étaient bel et bien à destination du Rassemblement National, ex-Front National. Pour une raison simple, c'est que c'est eux qui sont en tête, c'est eux qui ont gagné les élections européennes. Ils sont incontestables. Oui, puisqu'une bonne partie de la classe populaire et des classes prolétaires ont voté pour le Rassemblement National. Parce que le Rassemblement National ne les prend pas pour des cons. Parce que le Rassemblement National évoque des thèmes qui leur sont chers, parle de la sécurité, parle de la France, parce que ces gens-là aiment la France, en parlant des gens, des électeurs. Ces gens-là ont la France chevillée au corps, ce sont des enfants de la République, ils aiment profondément leur pays. Et parce qu'ils aiment leur pays, donc, ils se sont dit, tiens, on va se diriger vers des gens qui, eux aussi, nous apprécient, ne nous crachent pas à la gueule, nous font une main tendue. Et résultat, ils ont voté Marine Le Pen. Oui, parce que le discours de Marine Le Pen, il marche. Ne pas insulter son interlocuteur, bizarrement, ça fonctionne mieux. Et puis le fait qu'il y ait une insécurité, que le RN montre et pointe du doigt les insécurités grandissantes, parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité à Paris, et dans les banlieues, et dans d'autres grandes villes comme sur Marseille, qu'il y en a de plus en plus, que les faits divers s'accumulent, on les voit de plus en plus, que les chiffres de la délinquance sont en hausse constante. Alors c'est pas complètement linéaire, mais vraiment, il y a de plus en plus de délinquance, statistiques du ministère de l'Intérieur. Enfin bref, à chaque fois qu'il y a des gens qui sont au pouvoir,
l'insécurité n'est jamais traitée. C'est pas quelque chose de traité par les personnes au pouvoir. Eux s'emparent du sujet parce que c'est important pour les personnes, parce qu'ils ne veulent pas se faire agresser, c'est normal. Pourquoi la gauche ne s'en est pas emparée? Parce que pour eux, oh là là, ça veut dire taper sur les noirs et les arabes. Parce que pour eux, évidemment, ils sont incapables de remettre en question ne serait-ce que leur dogme à gauche. Mais surtout, ils sont du genre à être extrêmement durs vis-à-vis des chrétiens et des catholiques traditionnels et conservateurs. Mais par contre, ils sont ultra soft face aux islamistes. Les islamistes qui peuvent ne serait-ce que dire que pour eux la charia est plus importante que les lois de la République. Ah, la gauche ne va jamais gueuler contre ça. Par contre, si un chrétien dit que les lois de la Bible sont supérieures aux lois de la République, ah là par contre ils vont être les premiers à s'insurger. Le deux poids, deux mesures aberrant à gauche. Alors que c'est censé être des athées, hein. Voilà. Non mais, quelle aberration. Résultat, le RN, il pose des sujets, il traite des sujets qui parlent un minimum aux gens, à savoir la sécurité et le patriotisme. Et ce sont des thèmes qui fonctionnent pour une raison simple, c'est que ça parle à beaucoup plus de monde. Parce que la gauche n'a eu de cesse que de dire qu'il faut plus de migrants, qu'il faut aider les migrants, qu'il faut avoir le droit et le devoir d'humanité. Mais comment ça se traduit ? Ça se traduit par énormément de faits divers que l'on voit, notamment on peut voir de plus en plus des Afghans, hein, qui agressent des gens. Donc on fait venir en masse des gens issus de pays qui n'ont pas les normes sociales comme en Occident, et qui se retrouvent à agresser d'autres individus et à remplir nos prisons. Mais il n'y a pas que, hein. On peut voir aussi les racailles des cités, et on sait tous que les racailles des cités ne sont pas majoritairement des blancs. Et ça, on le sait parce qu'ils ont souvent une double nationalité. Et ça, on peut plus le cacher au bout d'un moment. C'est un peu visible. Et une gauche qui est dans le déni complet vis-à-vis de l'insécurité, qui fait l'autruche, carrément, hein. Et on a pu voir dernièrement, notamment un procureur de la République, dire que le plus gros problème, c'est l'extrême droite, et c'est pas les islamistes. Le gars a pu voir les islamistes à l'œuvre, notamment au Bataclan, mais pour lui, non, c'est pas un problème. C'est pas les islamistes qui sont les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est bel et bien l'extrême droite. Et on nous ressort et tout que le RN, c'est un parti de nazis fondé par des Waffen-SS et patati et patata, en oubliant une chose très claire. C'est que le RN n'est plus dirigé par Jean-Marie Le Pen. Le programme du RN a complètement changé. Mais la gauche se fout complètement des programmes. La gauche continue dans son narratif, continue d'insulter les électeurs du Rassemblement National. Continuez les gars, ça paye vachement d'insulter cet électorat que vous avez renié. Non, parce qu'à la base, les gilets jaunes, c'était des gens de droite. Ça a été récupéré par la gauche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les gilets jaunes, c'était des gens de droite, c'était les artisans, c'était les petits patrons, des PME et des TPE, des gens qui voyaient que la mondialisation se faisait contre eux et pas avec eux, et qui se sont dit, bah on en a marre, le prix de l'essence il monte, on vit à la campagne, on peut rien faire, c'est la périphérie des grandes villes. Ils sont pieds et poings liés et ils ne peuvent pas faire grand chose. Des fois, certains ne peuvent même pas se payer un salaire pendant plusieurs années parce que ils ont créé leur entreprise, leur activité. Au bout d'un moment, ces gens-là, faut comprendre qu'ils en aient marre. Qu'ils en aient marre que l'argent public aille toujours dans les mêmes personnes. Et que eux ne reçoivent absolument rien. Ils en ont marre, ils sont frustrés. Et je les comprends. C'est chiant. Comme je les comprends, l'idée qui peut leur paraître séduisante, de supprimer l'audiovisuel français et de le privatiser. C'est pas qu'on supprime l'audiovisuel français, c'est qu'il sera privatisé d'après le RN. Bah oui, parce que c'est dans leur programme. Et ça les tente. Une mesure démagogique, mais qui peut fonctionner parce que comme ça, bah, si c'est privatisé, ça veut dire que ça doit être les actionnaires derrière qui doivent investir de l'argent. Et donc, pour regagner de l'argent derrière, ils doivent faire en sorte d'être un minimum écoutés et populaires.
Et donc, c'est sûr que le meilleur moyen d'être écouté, c'est encore de ne pas cracher à la gueule de son auditoire, un peu comme ce que fait France Inter avec les blagues de Guillaume Meurice, qui crache à la gueule de son auditoire, parce que figurez-vous que ces petits patrons, ces gens qui maintenant votent RN, avant ils écoutaient France Inter, ils écoutaient toutes ces radios. Ils ont arrêté, parce qu'ils se faisaient cracher à la gueule, ils en ont eu marre. Ils en ont marre aussi de la presse subventionnée, des subventions à la presse, pour une presse qui soit défend Emmanuel Macron, donc ses patrons, soit va cracher à la gueule du RN. Encore une fois, c'est toujours ça, c'est toujours vouloir nazifier l'opposant, et ne jamais avoir d'arguments. Parce que maintenant, le programme, parce qu'on peut toujours lire les programmes, évidemment, le programme du RN d'un point de vue économique, c'est plutôt un programme social, hein, c'est de la droite sociale, c'est pas un programme néolibéral, c'est loin d'être le programme de Zemmour, hein, très loin de là. Bref, ce que je disais, c'est que vous avez un programme d'un point de vue social et sociétal très de droite d'un point de vue sociétal, plutôt de gauche d'un point de vue économique. Par contre, Reconquête, eux, c'est de droite et d'un point de vue économique et d'un point de vue social. C'est la droite, la bonne droite des années 90, le même de toute façon, c'est simple, le programme de Zemmour, c'est le même programme que le RPR des années 90. Mais apparemment, reprendre le programme du RPR des années 90, c'est d'être d'extrême droite. C'est complètement con. Non, c'est pas ça l'extrême droite. Ou alors, si c'est l'extrême droite, c'est pas le fascisme, c'est pas le nazisme. Ok, je veux bien dans ces cas-là qu'on puisse qualifier ça d'extrême droite, mais dans ces cas-là, si c'est l'extrême droite, c'est pas un totalitarisme, c'est pas quelque chose d'anti-républicain. Au contraire, si ces partis étaient anti-républicains, ça ferait longtemps qu'ils auraient été interdits. Et croyez-moi, vu les scores du Rassemblement National actuellement, ils auraient vite fait de supprimer ces concurrents-là. Donc comme quoi, oui, ça reste des partis républicains. Prouvez que le RN est anti-républicain, et vous verrez que vous ne pourrez pas démontrer qu'ils sont anti-républicains. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que au RN, avant ils faisaient régulièrement la Jeanne, mais c'était Jean-Marie Le Pen qui faisait la Jeanne. Ils font plus vraiment la Jeanne, c'est pas vraiment des cathos maintenant, ils sont très républicains, ouvertement laïcs. C'est même ceux qui veulent le plus le respect de la laïcité, quitte à un petit peu taper sur les doigts des cathos tradis dans leur rang. J'en veux pour preuve que certains candidats ont été investis et pas d'autres. Alors que c'était les anciens candidats, étaient ouvertement cathos tradis. Au RN. Donc voilà. C'est ça qui me fait marrer, c'est que les arguments sont complètement fallacieux. Donc voilà, je ne peux plus adhérer à la gauche, parce que le narratif de la gauche ne me parle plus, parce que le narratif de la gauche est de nazifier l'opposant, plutôt que d'essayer d'avoir des arguments pour construire quelque chose. Ils sont en quelque sorte dans un nihilisme, et ils sont complètement... Ils ont une vision complètement obstruée. Leur programme, c'est lutter contre le fascisme, le nazisme et l'extrême droite. On ne construit pas un programme, on ne construit pas une société sur la base antagoniste de lutter contre son opposant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Fonctionner comme ça, c'est un peu le programme des entités totalitaires, comme ce qu'il y a pu avoir avec l'Union soviétique. Lutter contre les bourgeois, contre l'ennemi au sein du peuple. C'est reprendre la même rhétorique, en fait. C'est complètement con. Au bout d'un moment, il y a plein de choses qui vont pas dans le programme du RN, et puis ils ont fait des volte-face, des revirements de situation, mais ça reste un parti politique, ça reste un parti républicain, et c'est le fondamental de tous les partis républicains, d'avoir des idées à un instant T, de changer d'idée à un instant T+1 ou T+2, pour se rendre compte que ils veulent des voix, ils marchent comme ça, c'est le système électif démocratique qui fonctionne comme ça, c'est le système républicain qui fonctionne comme ça, et parce que ça permet à des tas de gens de pouvoir vivre de la politique, et que vivre de la politique c'est très confortable. Il y a des gens qui ont été députés pendant des années, des gens qui ont été sénateurs pendant des années,
Et c'était très confortable pour eux. Et auparavant, ils pouvaient cumuler sénateur-maire, député-maire, sans problème. Parce qu'il y avait deux partis globalement, le PS et l'UMP, et qu'ils avaient énormément d'élus, et que pour eux, les affaires fonctionnaient extrêmement bien. Et ils étaient dans la fausse opposition, dans la fausse alternative. Parce que depuis Maastricht, il n'y a plus vraiment d'opposition à partir du moment où on reste dans le cadre des traités européens. Enfin bref. Et là, la vraie opposition, elle n'est plus à gauche ou à droite. Non, c'est terminé. L'opposition ne se fait plus à gauche, elle ne se fait plus à droite. Elle se fait entre les mondialistes et les souverainistes. Et je parle pas de nationalisme, je parle juste de vouloir faire appliquer la loi en France et que la France est maître de son propre destin et de ses lois au sein de son territoire. C'est ça la souveraineté nationale, la souveraineté au sein de la nation. Ça veut dire que aucune entité supranationale comme l'Union européenne ne pourra dicter ses directives à la France. Bah non, puisque la France, elle est souveraine, elle est maître chez elle. C'est être maître chez soi que d'être souverain. C'est normal. La Norvège est souveraine, la Suisse est souveraine, le Japon est souverain, la Corée du Sud est souveraine. Au bout d'un moment, on ne peut pas accuser ces pays-là d'être des pays fascistes, alors que non, ils sont souverains, ils sont maîtres chez eux, et même les États-Unis, ils sont souverains chez eux. Donc au bout d'un moment, remettre en question l'idée de souveraineté d'un pays, ça veut dire qu'il faudrait remettre en question l'idée même de l'Europe des nations, donc des nations au sein du continent européen. Donc ça voudrait dire que il faudrait nécessairement être fédéraliste en fait. Si on défend l'Union européenne, on est nécessairement fédéraliste à plus ou moins long terme. Parce que si on se dit que oui, ça marche pas pour l'UE actuellement, c'est parce qu'il faut plus d'Europe. Mais continuer comme ça dans cette directive, dans cette logique, ça veut dire qu'il faudrait plus d'Europe. Donc au final, terminer avec les États-nations. Et aller directement sur une fédération européenne et donc un pays qui s'appelle l'Europe ou l'Union européenne, une fédération Union européenne, mais une fédération qui ne peut pas fonctionner à long terme parce que c'est pas comme les États-Unis, on parle pas la même langue, on ne va pas tous d'un endroit à un autre, et puis d'un point de vue économique, il y a des disparités énormes entre l'Est et l'Ouest, entre la Pologne et le salaire minimum ou moyen en Pologne et le salaire moyen en France ou en Espagne, c'est pas la même chose. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc cette Union européenne, à moins d'être réformée et d'avoir un nivellement par le bas, et ça ne peut que être comme ça, de geler absolument tout, d'avoir un nivellement par le bas, l'Union européenne ne permet pas d'avoir un véritable pays entre guillemets comment dire c'est-à-dire que aux États-Unis, que vous alliez au Texas ou en Californie, vous passez pas d'un pays super développé au tiers-monde. Alors que au sein de l'Union européenne, vous pouvez passer d'un pays super développé à un pays en voie de développement. Il y a des disparités beaucoup trop énormes. Là où ces disparités sont moins énormes entre les États des États-Unis, parce que vous comprenez que entre la Californie et New York, il n'y a pas tellement de différence. Entre le Wyoming et l'Iowa, ou entre tous ces États, on est à peu près sur une échelle plus ou moins similaire. Des gens d'un tel endroit peuvent aller à un autre endroit aux États-Unis et continuer de gagner leur vie et être sur des éléments similaires. Ils ont des choses avec lesquelles se rattacher. Enfin, ils sont bien plus unifiés que nous. L'Europe n'est pas unifiée parce que ça n'a jamais été possible, l'unification. Les premiers à vouloir parler d'unification, c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était les nazis. Les nazis voulaient unifier l'Europe. C'est eux qui avaient le projet européen. C'est un fait historique. Donc non, l'Union européenne ne peut pas fonctionner comme les États-Unis parce qu'il y a des trop grosses différences. Ne serait-ce que la barrière de la langue. On ne parle pas tous la même langue. Enfin, au bout d'un moment, c'est logique. Et puis, regardez les États d'Asie du Sud-Est. Ils sont pas dans une union.
ça fonctionne plus ou moins bien pour eux, ça dépend des pays, mais ils sont pas dans une union et ils restent souverains chez eux. C'est pareil pour les États d'Amérique du Sud. Et ils ont pas fait l'union des États d'Amérique du Sud, ils l'ont pas fait. Ils ont pas à le faire en fait, ils ont aucun intérêt à le faire. Pourquoi sommes-nous les premiers idiots à vouloir accepter continuellement l'Union européenne comme notre cercueil? Parce que c'est un cercueil en fait. On se dirige droit vers la catastrophe économique et on se dirige droit vers une catastrophe politique. Ça ne peut pas fonctionner comme ça puisque le système n'est pas réformable à cause d'un tout petit truc. Les vétos, le droit de veto. S'il y a le veto, en fait, on est bloqué. Et comme on est bloqué, on ne peut pas se réformer. Et comme on ne peut pas se réformer, on ne peut pas se réformer vite, bien. Ça ne peut que péricliter. Non, je suis désolé, l'Union européenne ne peut que péricliter. Donc, au bout d'un moment, il faudrait évidemment des programmes qui parle du Frexit, mais c'est pas populaire le Frexit. On a la gauche qui veut un programme qui n'est absolument pas conforme dans les traités européens, mais au lieu de parler de Frexit, parle de renégocier les traités. Maintenant, ils n'en parlent plus, parce qu'ils ne sont plus dans l'élan souverainiste. D'ailleurs, on a pu voir que la gauche dernièrement, la dernière fois où ils pouvaient mettre des photos où il y avait le drapeau français à leur meeting, c'était en 2017. Après 2017, il y avait plus un seul drapeau français dans les meetings de la France insoumise. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Ils ne parlent pas d'Europe parce qu'ils savent très bien que leur programme n'est pas possible dans le cadre des traités européens et ils vont nécessairement trahir leurs électeurs de toute manière. C'est un peu pareil avec le Rassemblement national, sauf que le Rassemblement national a l'exemple de Viktor Orban et de Giorgia Meloni. Ils peuvent faire un bras de fer et ils sont plus dans l'idée de faire un petit bras de fer et de vouloir défendre leurs intérêts au sein de l'Union européenne, à défaut de vouloir sortir de l'Union européenne. Ils ne veulent plus sortir de l'Union européenne. Enfin bref, de toute manière, y a plus d'exemples qui montrent que la droite et l'extrême droite en Europe, ça fonctionne parce que derrière, c'est pas non plus des dictatures totalitaires et ils sont pas là en train d'exterminer une population. Non, c'est ce narratif-là ne fonctionne plus. C'est juste des gens de la droite conservatrice au bout d'un moment. Si c'est extrême droite, c'est des conservateurs, un peu comme les néoconservateurs aux États-Unis, comme George Bush. Même si bon, ils ont aussi une extrême droite ouvertement raciste et néo-nazi aux États-Unis via ce qu'on appelle le premier amendement qui est la liberté d'expression. Mais c'est différent. En Europe, on n'est pas dans la liberté d'expression totale, on est dans la liberté d'expression encadrée. Donc en fait, on va directement à la 17e chambre correctionnelle si jamais on émet des opinions qui sont en dehors du cadre de la loi. Donc au bout d'un moment, il y a quand même des contre-pouvoirs, et il y aura toujours moyen de lutter contre un État complètement totalitaire et fasciste, si jamais les gens estiment que le pouvoir en place est totalitaire et fasciste, ou que la presse estime que le pouvoir est totalitaire et fasciste. Donc il y aura toujours des contre-pouvoirs. Donc au final, il n'y a pas à avoir peur du Rassemblement national. Il y a plutôt à avoir peur des gens comme Emmanuel Macron, qui sont absolument incontestés par les médias, qui ne sont contestés que par personne, et personne ne voit les manquements à la démocratie qu'Emmanuel Macron peut faire. Donc, au bout d'un moment, le problème, c'est plutôt les gens qui sont endormis, et qui ne voient absolument pas qu'on est en train de les détrousser, alors que on détruit leurs intérêts. Le plus formidable, ça a été Bruno Le Maire qui vient nous dire qu'il a sauvé l'économie française, mais il y a eu un endettement extraordinaire. Le prix de l'électricité n'a eu de cesse de monter parce qu'on a voulu mettre en concurrence EDF, mais d'une manière tellement mal faite que ça aurait détruit EDF. Au bout d'un moment, ces gens-là sont des incompétents notoires. Et il faudrait encore leur donner le pouvoir. Et la presse n'est jamais là pour les critiquer, pour dire à quel point ils ont fait de la merde. Non, ils seront jamais là. Par contre, si le RN était au pouvoir, là oui, là ils seraient les premiers à critiquer la moindre mesure. C'est dire à quel point ces gens sont complètement biaisés et orientés dans la presse et dans les médias. Donc au bout d'un moment, c'est une bonne partie des médias, je les vois pas comme des gens extrêmement bienveillants, au contraire.
je n'ai jamais vu vraiment de bienveillance chez les gens de gauche. J'en vois très peu, surtout les antifas, je ne vois aucune bienveillance. Il y a aussi de la malveillance du côté de la droite, mais je la repère aussi. Enfin, elle est facile à repérer, et elle est même plus facile à repérer. C'est juste que eux ne se disent pas être le camp du bien, alors que fondamentalement, à gauche, ils se prétendent être le camp du bien. Donc au bout d'un moment, moi je me méfie davantage des gens qui se prétendent au nom du bien, agir dans mon intérêt au nom du bien. C'est parce que c'est toujours au nom du bien que les pires trucs sont faits, donc ça ne peut pas fonctionner, ça ne pourra jamais fonctionner, et ça sera toujours problématique de vouloir au nom du bien dire ce que les gens doivent faire. Enfin bref, ça me paraît logique. Sur ce, je crois avoir déjà assez parlé. On est à plus de 40 minutes au moment de l'enregistrement. Je sais pas si je vais faire beaucoup de cuts. Ça serait bien de faire pas mal de cuts. En tout cas, c'est un petit podcast qui dure moins d'1 heure. Là, j'ai extrêmement chaud. Enfin bref, j'espère que pour vous, ça se passe bien. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à agrémenter tout ça, qui est un espace de discussion. Soyons dans la discussion, soyons dans la réflexion. Vous pouvez être partisan à gauche ou à droite, j'en ai... Tant que vous êtes dans le respect, si vous êtes dans le respect, bah, tout se passera bien. J'espère sincèrement pouvoir créer des discussions et de l'échange sur le plan politique et intellectuel intéressant. Sur ce, vive la France!